Nouvelle pépite de 2024. Ah là là, les pépites de 2024. J'hésite à la faire celle-là, mais en fait... Je sais pas, les pépites de 2024, est-ce que ça n'a pas été déjà fait? Est-ce que chaque janvier-février, c'est pas l'année parfaite pour faire des pépites 2024? J'en peux plus du mot pépite. J'ai fait une vidéo top pépites, c'est pas possible, je m'en souviens plus. Mais maintenant, ça commence à me fatiguer un peu. Parce qu'en fait, t'as les pépites du mois, t'as les pépites du trimestre, t'as les pépites de 2024, t'as les pépites de l'IA, t'as les pépites du Dépine. Ça fait beaucoup de bruit, c'est ce que je parlais dans ma dernière vidéo, c'est du bruit, du bruit, du bruit. Code promo pour Crypto Recherche. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le groupe créé par mon collègue Paul Crypto Formation, sur lequel je fais régulièrement des contenus aussi. Donc c'est le plus gros groupe de recherche crypto francophone. Palmarès de crypto recherche, Hathor x10, Injective x30, deuxième call d'Injective x7, c'est moi qui l'avais fait, Space Mesh, TAO à $40, des partages de portefeuille, des analyses, etc. Vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a. Donc pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui sont très contents du groupe. J'ai vu que des bons rapports, vous voyez, tu fais des petites vidéos là sur Pic par exemple. Vous avez des rapports mensuels, etc. de la macro. Et crypto recherche, les gars, va fermer à partir du 29 février. Donc le groupe ne va pas fermer, mais par contre n'acceptera plus de nouveaux membres. Donc si jamais vous avez envie de tester et de rejoindre Crypto Recherche, vous pouvez essayer de le rejoindre. Il vous reste 16 jours pour ça, le 29 février. Il y a plusieurs raisons à ça. En soi, on est déjà beaucoup sur le groupe, tout le monde est très content. Et donc, on voulait mettre un petit peu d'exclusivité parce qu'il va y avoir des nouvelles personnes qui vont rentrer et garder un peu l'ambiance familiale qu'il y a actuellement sur Crypto Recherche. Actuellement, ça coûte 40 € par mois, je crois. Je me demande le pourcentage de gens qui sont là depuis plus de 3 mois qui ont au moins remboursé leur abonnement. Enfin, je pense que ça doit être assez aberrant. Et il n'acceptera plus les nouveaux membres à partir du 29 février. Il y a un code promo IRIL10 pour avoir 10% de réduction. Vous pouvez faire un test, 40 €. Vous pouvez prendre un mois, vous pouvez prendre 3 mois, vous arrêtez quand vous voulez. Et quand il réouvrira, et je ne sais pas quand il réouvrira, sûrement pas avant minimum 2-3 mois, le prix sera supérieur. Donc ça vaut le coup d'essayer maintenant si jamais vous avez envie de tester un petit peu. Et dites-moi ce que vous en pensez, honnêtement. Regardez un petit peu les avis des gens dans le chat. Des avis honnêtes, hein, si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez aussi le dire. Si jamais vous avez des améliorations, mais pour l'instant les retours sont vraiment très très bons. C'est assez accessible, on essaie d'être le plus efficace possible et on essaye surtout de ne pas vous faire perdre votre temps. C'est-à-dire que les vidéos elles sont concises, on vous dit regardez voilà ce qu'on a fait, on a fait ça, ça, ça. Il y a un suivi de portefeuille aussi que vous pouvez aller voir qui est le portefeuille de Paul qui est public, qui a genre un ROI de 250%, un truc comme ça. En fait, c'est pour ça que je suis très serein en présentant Crypto Recherche et que j'ai aucun problème à vous en parler. C'est que déjà, je sais ce qu'il y a dedans et parce que je suis actionnaire et que je fais le contenu aussi dessus. Mais c'est que tout est public. Genre allez voir le portefeuille, c'est le même depuis 1 an et demi et genre toutes les progressions sont là et les faits sont là. Je vous mets un petit lien. Vous pouvez aller voir IRIL10, allez faire un petit tour si vous en avez envie. Vous pouvez tester un mois et après vous désabonner autant que vous le voulez. Si le code ne marche pas, la semaine prochaine il marchera et donc revenez la semaine prochaine à faire ça. Petit tour sur Token Unlocks pour regarder les différentes libérations et vous allez voir que le premier c'est Sandbox. Pour ceux qui ont des jetons Sand, faites attention, il y a une grosse libération qui arrive, 9% de la supply en circulation, ce qui est assez énorme. Vous voyez que Sandbox a une libération un peu en escalier, c'est-à-dire qu'ils ont un montant fixe qui est libéré à intervalles réguliers. Je crois que c'est tous les 6 mois. J'avais déjà prévenu la dernière fois, j'avais shorté la dernière fois, ça avait plutôt bien marché. Et là, il y a une nouvelle libération qui arrive. Les vesting schedules, honnêtement, un peu en escalier comme ça, je suis assez mitigé dans le sens où, quand tu investis à cette période-là, par exemple, t'as pas spécialement le contrôle et ça fait toujours un peu flipper d'avoir 10% des jetons en circulation qui sont libérés, sachant qu'en plus, c'est des 10% qui sont réservés pour la team, pour les advisors, etc. Et il y a vraiment un truc qu'il faut comprendre, les gars, c'est que, en vrai, il y a un monde que nous, les retail, ne connaissons pas, c'est le monde des ventes privées, des private sales. C'est-à-dire que quand vous voyez tout ce qui va être advisor, strategic sale, seed sale, etc., ce sont des investisseurs qui sont à des montants absolument énormes de multiplicateurs. Genre les montants des ventes privées, des tokens de dernier bull run sont absolument aberrants. Genre si vous regardez, les gens qui ont investi en pre-sale et en private sont en x92 et x128. Et les mecs qui ont investi en IEO sont en listing sur Binance, sur Binance, sont en x55. Genre vraiment les ventes privées c'est vraiment impressionnant. Et c'est pour ça qu'en fait, quand vous voyez des listings et quand vous voyez des grosses libérations, même en bull run, c'est souvent représentatif. Si on prend l'exemple de DYDX qui a eu il y a quelques temps des grosses libérations, ça s'est matérialisé sur le prix. On en avait parlé la dernière fois, ça s'est vraiment matérialisé sur le prix, même si c'est un petit peu moins flagrant qu'en bull run et que c'est pas non plus un red flag comme ça pourrait être le cas en bear market. Si vous voyez un petit peu ici, on a la configuration en escalier un petit peu moins quand même que Sandbox, mais toujours autant. Et à chaque fois qu'il y a ces fameux listings là, le token perd un petit peu de sa valeur et aussi toujours et perd en fait de son momentum. Si on regarde, à chaque fois c'est à peu près la même chose, c'est que on va avoir un jeton qui est autour des 3.10, 3.15, vesting, boom. C'est exactement
exactement ça, c'est qu'on a cette période à chaque fois, haut de range, dump, haut de range, etc. Est-ce que c'est uniquement lié au vesting? Oui et non, parce que c'est indirectement lié, c'est-à-dire que vous avez des investisseurs qui vont arriver, qui ne vont pas dump directement des tokens, mais qui vont se dire ok, moi j'ai pas spécialement envie d'investir dans un projet qui a autant de vesting et autant de libération, donc je ne rentre pas dedans et donc je n'apporte pas de pression acheteuse. Et c'est encore plus le cas de certains institutionnels. Après, il faut aussi voir que en bull run, les vesting schedules et les tokenomics, c'est différent. C'est des analyses qui sont différentes, clairement. On n'analyse pas une tokenomics en bull run comme on analyse une tokenomics en bear market, pour plein de raisons. En bull run, vous avez énormément de liquidité. Donc en fait, la pression vendeuse est un petit peu noyée par l'afflux énorme d'irrationalité et de liquidité. Donc si jamais vous avez des nouveaux vesting et des nouvelles libérations, ça va moins se matérialiser sur le prix. Et il faut peut-être un petit peu plus se concentrer sur les mécanismes de prise de valeur et de capture de valeur. Parce qu'en fait, on peut avoir un token, mais si il n'y a pas de mécanismes qui vont permettre de capturer la valeur, donc ça peut être des buyback and burn, ça peut être des réallocations, ça peut être des redistributions, des frais, etc. Il y a plein de façons de le faire. Si on n'a pas de mécanisme de capture et de redistribution de la valeur, le token va être uniquement drivé par l'offre et la demande. Donc c'est bien, on est en bull run, il y a énormément de demandes, donc les jetons pump et tout pump. Mais si vous voulez optimiser ça, c'est intéressant de s'intéresser aux mécanismes de capture de valeur parce que ce sont les jetons qui vont le plus performer en bull run. C'est les jetons qui vont avoir le plus d'irrationalité, déjà évidemment, qui seront dans le meilleur narratif et à l'intérieur de ce narratif qui auront les meilleurs mécanismes de capture de valeur. Donc la tokenomics a son importance si vous voulez optimiser ça. Forcément, en bull run, c'est vraiment de l'optimisation parce que normalement vous investissez dans n'importe quoi dans le top 100 où votre back va prendre de la valeur, mais en bear market, la tokenomics c'est un petit peu plus pour se protéger qu'autre chose. Donc voilà, c'est l'intérêt de s'intéresser aux tokenomics. Bon les gars, on n'en a pas parlé dès le début, Bitcoin à 50 000 $. Quel plaisir. Honnêtement, tout est assez prévisible pour l'instant et c'est ça qui me fait un peu peur pour être honnête. C'est que on a eu l'histoire de BlackRock. BlackRock, on allait toucher les 46 000, 47 000. On a corrigé un petit peu, buy the rumor, sell the news, ok. Et on est remonté ensuite derrière là à 48 000. Ce qui m'amène à dire quand même que il faut faire attention, il faut rester vigilant. Personnellement, je pense qu'on peut avoir attention. Je n'ai aucune boule de cristal et je n'ai finalement aucune idée. Mais ma théorie, c'est que tout est trop lisse et qu'on pourrait très bien avoir une grosse correction de début de bull run, ce qu'on appelle un bear trap, autour de, je sais pas, j'en sais rien, encore une fois, ça sort de nulle part, mais de février-mars, ça pourrait être intéressant. Sachant que si on regarde, je vous l'avais déjà montré, mais si on regarde la bubble chart crypto, voilà, c'est celle-là. Si on regarde cette charte-là, vous voyez que il n'est pas impossible qu'on soit dans cette période-là. C'est-à-dire que tout le monde, et on a toujours un bear trap qui arrive juste avant, à savoir un piège pour les personnes qui vont être bearish, qui vont avoir une tendance que tout va se retourner à la baisse, tout va baisser, les gens vont vous dire ah ouais je vous avais dit, et en fait non c'est un piège, on va remonter un petit peu plus haut. Donc si ça arrive, ça serait vraiment pas déconnant et je pense qu'en fait ça peut pas monter comme ça pendant un an. Donc là ça serait vraiment le moment pour faire ça. Donc personnellement j'ai un petit peu de liquidité de côté pour pouvoir racheter au cas où ça arrive et je continue mon DCA en parallèle. Je fais un milieu DCA plus de l'autre côté liquidité de côté pour pouvoir acheter. Comment vous voyez ça, cette situation? Est-ce que vous suivez ma théorie ou est-ce que pour vous on va aller un petit peu plus loin? J'avais aussi quelque chose d'autre à regarder avec vous, c'est que le halving arrive en avril, me semble, 2024. Ok, on va regarder vite fait ce qui se passe autour du dernier halving. À chaque fois, quand il y a un halving, on va prendre celui de juillet 2016, pardon, pour voir un petit peu comment ça se passait autour de cette période-là. Juillet 2016, qu'est-ce qui s'est passé à cette période? Donc le halving est arrivé en juillet 2016. Si vous regardez, voilà, je pouvais pas faire plus précis que ça, c'est-à-dire que si vous regardez un petit peu, on a une grosse tendance haussière jusqu'au halving, donc tout le monde se disait, waouh, ça va être le halving, tout va pump. Et regardez, de juillet 2016, donc qui est censé être la date du halving, qui est donc censé être la date à laquelle tout va continuer de monter, on a eu un dump de 700 $ jusqu'à 526, pas une énorme correction, mais quand même une correction. Et les mois qui ont suivi le halving, c'est surtout ça qui est très intéressant, c'est que les mois qui ont suivi le halving, ok, le halving c'est là, en fait, je me suis trompé, j'étais en juin, mais bref, ça marche aussi. Les mois qui ont suivi le halving ont été rouges. Donc vous voyez que halving ici, juillet 2016, on a mis jusqu'à octobre, de juillet à octobre, pour aller retrouver les niveaux du halving. Donc c'est pas impossible qu'il se passe à peu près la même chose avec Bitcoin ici, dans le sens où à chaque fois ce n'est pas le halving en lui-même qui a un impact sur le prix, c'est les conséquences du halving, c'est-à-dire que vous avez des entreprises, des projets qui lancent des tokens qui se disent ok, quel est le meilleur moment pour lancer mon projet? Ça va être quelques mois après le halving. Forcément personne ne se lance maintenant entre guillemets, et encore moins les institutionnels et encore moins les entreprises un petit peu plus web 2 comme on peut le voir en bull run. Donc vous voyez qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un petit peu cette charte là avec une montée comme on a actuellement avec Bitcoin un mois avant le halving,
halving, et ensuite une grande période. Vous voyez qu'on là on a une période de juin à novembre, on n'a pas retrouvé les mêmes prix, donc c'est pas impossible que ça arrive. Et pour ceux qui FOMO un petit peu le halving, franchement ne soyez pas si impatients, parce que rien n'a montré pour l'instant que le halving était source de hausse de Bitcoin, et tout a montré historiquement que actuellement Bitcoin descendait quand on avait le halving, et en tout cas que le mois du halving était rouge. Donc ma théorie très bancale et très hasardeuse de trader professionnel, les gars, c'est de garder un petit peu de liquidité de côté, parce que je pense qu'on va avoir une correction dans quelques temps. De combien, je ne sais pas. Quand, je ne sais pas. Combien de temps, je ne sais pas. Mais si on regarde, on a quand même beaucoup d'historiques et de choses qui nous annoncent, entre guillemets, ça. Il y a un petit peu trop d'euphorie qui sort un peu de nulle part, c'est un peu bizarre. On va avoir une vraie correction. Ok, vous êtes globalement d'accord avec moi. Donc c'est un petit peu l'analyse que j'avais, voilà, analyse fondamentale de ce qui peut se passer. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir cette période-là, sachant que quand on voit un petit peu ce qui se passe, il y a des patterns qui sont différents. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opportunité, ça veut dire qu'il faut faire attention et simplement être patient et ne pas FOMO en se disant waouh, on a atteint les 50 000, on va avoir un bull run, ça y est, ça va exploser. Soyez patient, prenez un peu de recul par rapport à ça, même si c'est forcément pas évident.